Alex, si t'es pas dans une grotte depuis les 40 dernières 8 heures, oula, les 40 dernières 8, les 48 dernières dernières 48 heures. heures, les dernières 48 heures, j'ai bégayé. Ouais. Tu as vu que Trump a été élu président. Ce n'est pas une petite victoire, c'est une victoire écrasante pour le Donald. Est-ce que tu t'y attendais? Euh, Comment vont réagir les investisseurs? On a vu que la crypto a déjà pas mal monté. Bitcoin, je crois qu'il a atteint un nouvel ATH de 76 000 dollars, avec 75 000 le soir de son élection. La bourse est en augmentation. J'avais vu une data comme quoi Elon Musk a gagné 20 milliards d'ailleurs en termes de valorisation de ses parts. Ça a pas mal décollé aussi. Qu'en pensent les investisseurs du coup? Quel est aussi ton pressentiment sur l'évolution de la situation et géopolitique mondiale qui, derrière, on le sait, impacte fortement la finance et le business à l'international? Bref, ça va être quoi l'impact de Donald Trump dans la vie des entrepreneurs? Écoute, c'est une excellente question. Donc, la première qui est de la liste était est-ce que on s'y attendait? Les sondages disaient pas ça, mais depuis quelques semaines, quand même, on sentait qu'il y avait un ralliement derrière lui, qu'il y avait une organisation qui se mettait en place autour de lui. On sentait aussi que la campagne de Kamala commençait à patiner, hein, pour être clair. Donc j'ai envie de dire, quand je me suis levé, je suis allé me coucher à 1h du mat après les tout premiers résultats. Alors qu'ils étaient des États habituellement républicains, donc c'était pas très. Et donc Trump avait une avance, c'était pas très, comment dire, pas très étonnant qu'il soit devant. Je me suis levé le matin, et donc le matin, en me réveillant, il n'avait pas encore gagné, évidemment, c'était pas officiel, mais c'était quasiment certain. Bon, moi, je pense qu'on pouvait s'y attendre. Je suis pas très, enfin, j'étais pas surpris quand je me suis rendu compte que oui, Trump l'a emporté. Mais bon, ça ne veut rien dire. Tu vois. Moi, j'étais à peu près sûr de ça, j'étais à peu près sûr de ce truc-là, parce que, en fait, beaucoup de gens disaient que le bilan de Biden économique n'était pas si mauvais. Le seul problème quand tu as un bilan économique et que dans ce bilan économique, tu as un problème d'inflation, c'est que tu touches directement la population. Et ça, c'est hyper important de le voir parce que l'élection, ça va se jouer en gros 300 sièges pour Trump et 200 et quelques pour Kamala. Sauf que si tu regardes le nombre de comtés, de petits comtés que tu affiches, la carte comté par comté, en fait, tu te rends compte que Trump, tu vois, il a peut-être gagné 70% des comtés. Et notamment les comtés ruraux. Et notamment, en fait, les gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. En gros, c'est ça le truc. Et donc, le bilan de Biden, donc le bilan de Harris, quelque part, par effet de bord, hein, ça a été les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ne peuvent plus correctement se loger, ne peuvent plus correctement manger, non plus accès à tout un paquet de trucs qu'ils avaient il y a quelques années. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que c'est ça qui a complètement défoncé la campagne de Kamala et qui a poussé beaucoup d'électeurs dans les mains de Trump, y compris des électeurs qui, les fois d'avant, avaient voté démocrate. Parce que le pouvoir d'achat, quelque part, si tu veux gagner une élection, je pense, en tout cas de ce que je remarque, c'est tu as intérêt à être très bon sur les questions de la vie quotidienne des gens. Parce que c'est bien les histoires de oui, je vais régler la guerre en Ukraine ou je vais, tu vois, les gros débats de société géopolitique, mais ça touche pas monsieur et madame tout le monde. Et donc, si tu arrives à faire comprendre ou à faire croire que monsieur et madame tout le monde seront mieux avec toi, bah, ils votent d'abord pour ce qui les touche au quotidien. Et ça, c'est hyper important. Euh, donc ça, c'est le premier point. Donc moi, je suis pas très surpris de la victoire de Trump. Et d'ailleurs, à part les soutiens, les fervents soutiens de Harris et tout ça, personne n'est extrêmement surpris non plus. D'ailleurs, beaucoup d'instituts financiers, les 48, voire la semaine qui a précédé, avaient déjà pricé, entre guillemets, le fait que ce soit Trump qui passe. Donc, ils avaient déjà touché leur portfolio et fait leurs investissements en fonction d'une victoire de Trump. Beaucoup le disaient, il suffit d'aller sur Twitter, beaucoup de gros
mecs de Wall Street et tout avaient annoncé qu'ils étaient prêts en cas d'une victoire de Trump. Et personne ne disait oui, je suis prêt en cas d'une victoire d'Harris. Donc, je pense qu'il y avait un sentiment quand même où les gens étaient assez prêts. Quand tu... Alors, je suis totalement d'accord avec toi, mais de l'autre côté, lorsque on écoutait uniquement l'opinion des médias français, de la globalité des médias français, honnêtement, on pouvait avoir des doutes jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on voyait des sondages qui sortaient de je ne sais où, qui promettaient certaines victoires à plusieurs points d'avance. On parle de 2-3 points d'avance dans les swing states pour Kamala Harris. Et donc, c'était à la fois. Enfin, du coup, je te rejoins pas vraiment sur le côté prévisible, mais c'est vrai que j'avais pas regardé les marchés financiers. Alors, je suis d'accord avec toi. En effet, nous en France, et j'ai même vu des mecs, hein, tu peux retrouver cette interview assez facilement sur Internet, d'un mec qui explique qu'il l'appelle déjà la présidente Harris Ouais, et j'ai vu. que c'est fait, que c'est gagné et qu'il n'y a pas de débat. Mais ça, le problème, c'est que pour moi, c'est de l'opinion politique, tu vois, pas de bas niveau, mais parce que le mec, il est convaincu de son truc, parce que le mec, il aime pas Donald Trump, il refuse d'être pondéré, si tu veux, il refuse de réfléchir, il refuse de se dire que potentiellement il a tort. Et donc, quand tu prends pas de recul, oui, je peux te dire, tu vois, je peux te faire toutes les grandes déclarations du monde, te regarder dans les yeux en te disant c'est comme ça que ça va se passer, et pas autrement. La réalité, c'est que personne n'en sait rien. La réalité, c'est que c'est extrêmement compliqué. Et la réalité, c'est que tant que c'est pas joué, c'est pas joué. Et que ça, c'est vrai pour tout dans la vie, que ce soit dans les boîtes, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit. Tu peux me retourner le truc dans tous les sens que tu veux. La réalité, c'est que tant que c'est pas joué, c'est pas joué. Et encore plus pour une élection, et encore plus pour une élection sous tension à ce point-là. Donc, je pense que c'était envisageable. C'était juste pas gagné, ni pour Trump, ni pour Harris d'ailleurs, enfin, que ce soit des deux côtés. Ceci dit, le sujet. Le sujet, donc, c'est maintenant comment réagissent les gens. En effet, Bitcoin ATH, les marchés américains boursiers sont montés en flèche. Et donc, moi, j'ai appelé quelques investisseurs, quelques clients, évidemment, comme je fais à chaque fois, et ce qui, je crois, intéresse nos auditeurs, c'est-à-dire de se dire, OK, qu'est-ce que le marché ressent et qu'est-ce que les gens avec lesquels on peut discuter ressentent. Ce qui, évidemment, on ne parle que de quelques personnes, hein, moins une petite dizaine, quoi, 8 personnes que j'ai pu avoir tu vois, dans les 48 heures qui ont suivi l'élection. Et bien, paradoxalement, le feeling est plutôt pas mauvais. Beaucoup de gens prévoyaient, et je me souviendrai toujours, en 2016, quand il passe la première fois, Trump, j'étais en stage, encore. Et mon patron de stage à l'époque m'appelle et m'explique que le monde est en train de s'effondrer, que probablement on va plus jamais faire de business, que ça va être la troisième guerre mondiale, enfin qu'on est au bord de l'effondrement mondial, si tu veux. Ah, Parce carrément. que ouais, ah non, mais tu vois, Tu fais la nuance, ton maître de sage. sans retenue, tu vois, sans retenue du style, ça y est, c'est la fin du monde, c'est là, voilà. Bon, force est de constater qu'on est toujours là 8 ans plus tard, qu'on a eu des belles périodes de croissance. Oui, on a eu des périodes difficiles, mais bon, elles ont été plutôt post-Trump que pendant son mandat, et en tout cas, surtout pas au début. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, en effet, à l'époque, on va dire la défiance envers Trump, envers ses stratégies, envers sa personne et tout ça, était largement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, les mecs sont plutôt confiants et sont notamment plutôt confiants pour le marché américain. Pourquoi ils sont confiants pour le marché américain? Parce qu'il va baisser les taxes. Il l'a dit. Hein. Il va pousser la libre entreprise. Il veut redonner du pouvoir d'achat aux gens, donc de la consommation. Et on sait que les Américains consomment souvent américain. Donc voilà. Il veut redonner de la force aux États-Unis, donc abaisser potentiellement la force que vont avoir les pays émergents qui ont gagné énormément de force sur les 4 dernières années. Quand bien même on peut dire oui, la Chine a souffert, machin, ok. N'empêche que aujourd'hui, la Chine a des indicateurs qui prouvent qu'elle est soit première, soit deuxième puissance mondiale, mais en tout cas, elle s'est solidifiée pendant cette période-là. Et donc Trump est là pour, comme il le dit lui-même, hein, remettre l'Amérique sur les bons rails. Et qu'America Great Again. Donc, économiquement,
Aujourd'hui, contrairement à la première fois, Trump, il fait peur à personne. Les mecs sont très contents. Les investisseurs, notamment les investisseurs un peu importants qui ont la capacité d'aller sur des marchés extérieurs, ils n'ont pas peur une seconde. Second sujet, par contre. Second sujet. J'ai vu des mecs qui ont peur pour les marchés français, et européens de manière générale. Pourquoi? Pas parce que Trump ferait un truc dommageable au marché européen, mais parce que si les marchés américains redémarrent très 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 fort, déjà qu'on est un peu à la traîne depuis un moment, le risque c'est d'être vraiment très à la traîne. Et le mec me disait, déjà que nous on n'a pas de gouvernement actuellement, ce qui est très drôle comme phrase puisque on a attendu un gouvernement pendant longtemps et aujourd'hui les gens considèrent qu'on n'a pas de gouvernement qui a une politique claire et donc c'est comme si on n'avait pas de gouvernement. Ils exagèrent probablement, mais en tout cas c'est ce que eux ils ont en tête. Tu vois. C'est la perception que eux en ont. Et donc la perception de ces mecs-là qui sont pas en France, hein, c'est de dire je vais surtout pas continuer à déployer de l'argent spécifiquement en France et même en Europe. Je préfère envoyer mon fric aux États-Unis. Et comme tu l'as dit, Elon Musk a gagné 20 milliards, c'est-à-dire que Tesla a dû faire plus, je sais rien, 10-15%, il faudra checker les chiffres, mais 10-15%. Et ces 10-15% de Tesla, bon, ben, tu vois, ça doit se regarder sur tout le marché américain. Palantir, je sais, a fait des super résultats. Nvidia est maintenant la plus grosse entreprise du monde. Les GAFAM contrôlent et dominent toujours massivement le marché de la tech. OpenAI domine le marché de l'IA. Je veux dire, les gens qui disaient oui, les États-Unis sont en train de s'effondrer, oui, ça marche pas, oui, c'est ci, oui, c'est ça. Oui, les États-Unis ont un problème interne de consommation. Si Trump le résout, les États-Unis ont peu de problèmes. Hein. Le dindon de la farce dans toute cette histoire, c'est nous. Hein. C'est en Europe. C'est pas eux. Tu vois. Et donc les mecs sont par contre inquiets, par effet de ricochet, les mecs sont inquiets là-dessus. Alors que les premières fois, quand Trump est arrivé, comme les gens avaient peur de Trump, ça avait paradoxalement envoyé du capital en Europe. Et Macron, qui avait été plutôt bon à l'époque, avait expliqué que oui, maintenant on était prêt pour les gros investissements, la Startup Nation, mes couilles, tout ce que tu veux. Ça, c'était un truc qui avait bien marché. Mais, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, l'illusion de la Startup Nation ayant quand même disparu, la réindustrialisation de la France, c'est une blague. Je pense qu'en effet, nous, en tant que Français, en tant qu'Européens, il est grand temps qu'on s'organise pour le dynamisme économique. Mais alors, comment tu expliques que la plupart des dirigeants et la plupart des médias sérieux français et européens ont expliqué qu'en fait c'était catastrophique, qu'en fait en Europe ça va être terrible parce que j'ai du mal un peu à comprendre ce paternalisme un peu enfin, du coup c'est l'inverse du paternalisme, mais comme si c'était Joe Biden, bah, en fait on pouvait continuer comme ça, enfin si c'était Kamala Harris, mais puisque c'est Trump, bah, on est tous de la merde. Et est-ce que finalement ça ne donne pas aux Européens justement de devenir plus autonomes, d'essayer d'avoir un nouvel ennemi commun entre guillemets pour, alors je mets des grosses guillemets, hein, mais pour essayer d'innover davantage, pour essayer de vraiment se différencier, pour essayer de réellement d'arrêter ces bêtises fiscales que l'on peut voir certaines fois ou ces bêtises au niveau de l'ultra-régulation qui nous empêchent de nous développer. Comment ça se fait qu'il y a une sorte de force invisible qui nous tire vers le bas de non, c'est pas bien, faut surtout pas aller dans cette direction. Comment tu l'expliques ça? Je l'explique pas. C'est peut-être une question d'idéaux, une question de philosophie en fait. C'est une question de dire, nous, Européens, on a l'idée d'un idéal de vie, d'un idéal moral et d'un idéal de société. Et qui est bon, hein. Je remettrai jamais en cause le modèle de santé français pour un modèle de santé à l'américaine. Qu'on soit bien clair. La question, c'est que quand on a lancé ce modèle français, on était super dynamique pour autant. C'est pas parce que je suis soigné gratuitement que je dois pas devenir entrepreneur, si tu veux. Et c'est là où il y a un écart gigantesque, à mon avis, entre
ce qu'on est capable de faire en tant qu'Européens. On a des mecs super bien formés. Enfin, on a fait plein de podcasts sur le sujet, mais on a des mecs super bien formés, on a des ingénieurs top, on a quand même beaucoup de capitaux, on a un système avec des gens riches qui ont envie d'investir, on a un système de fonds d'investissement, on a des systèmes de collecte d'argent qui sont très bons. On a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas de direction, on n'a pas de vision aujourd'hui. On peut le détester si on veut, mais il a une vision claire, nette, précise, un plan. Et son plan, des mecs comme Elon Musk, des mecs comme Joe Rogan, des mecs comme tous ceux qui se sont ralliés à lui le valident. Le plan est clair, le plan est défini. Qu'on soit d'accord ou pas avec le plan, c'est autre chose. Mais le plan existe. Nous, aujourd'hui, tu as l'impression qu'on n'a pas de plan. Tu as l'impression qu'au gré des mois, on est capable de varier. Je te donne un exemple très simple. Macron est arrivé en disant on va faire un truc, c'est la Startup Nation, on va bourriner sur la tech, ça va cartonner. Bon, le bilan est mitigé. Hein. Il y a une vidéo de Money Radar qui explique quand même qu'on est loin, loin, loin de l'objectif et que l'objectif qui a été donné en termes de nombre de licornes et tout ça, c'est bien mignon, mais la plupart sont pas rentables. Enfin, c'est quand même pas hyper simple. Le truc. Ensuite, il a dit OK, on va réindustrialiser la France. Force est de constater que ça a été très compliqué. Ensuite, il a dit ouais, il faut baisser la pression fiscale, il faut baisser la complexité des lois du travail, et ainsi de suite. OK. Bon, force est de constater que maintenant, aujourd'hui, il a baissé la complexité de certaines des lois du travail, mais en même temps, il a augmenté les retraites, donc tu es obligé de garder tes mecs plus longtemps, donc si tu les vires, tu as des problèmes, et en même temps, il collecte de l'impôt à fond et il augmente toutes les charges que tu puisses imaginer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'autre jour, je donnais une conférence, j'ai été payé par la conférence, normal, mon fils, je me suis rendu compte que je payais plus de 50% d'impôts. Parce que c'était un truc qui n'est pas mon salaire, donc ça s'additionne à des trucs. Enfin bref, je te passe les détails. Je paye plus que 50% d'impôts. Je donne une conférence, je facture X, j'ai la moitié de X qui arrive. Même pas. Il y a un moment où ça devient intenable. Et je suis sûr que eux, de leur côté, ils ont dû payer des trucs. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais tout est comme ça, si tu veux. Et donc, petit à petit, tu as une pression fiscale qui se rajoute et qui empêche l'innovation. Et qu'aujourd'hui, même quand tu fais des revenus qui sont intéressants, si tu veux, avec tout ce qu'on gratte autour, eh ben, tu te retrouves dans une situation où il ne reste plus forcément grand-chose. Alors, heureusement, les histoires de flat tax ne sont pas passées, mais c'est vrai que ça devient compliqué d'investir en France. Et Gabriel le disait dans la masterclass qu'il a donnée dans le sanctuaire. Gabriel avait vu assez juste. Il disait, aujourd'hui, soit tu es en France et tu obtiens des aides, soit tu ne montes pas ta boîte en France. Et comme les aides se réduisent, et il y en a de moins en moins, ce matin, je discutais avec un mec qui me disait ouais, mon dossier il a été refusé pour la bourse French Tech. Quand moi j'ai commencé à être refusé pour une bourse French Tech, c'était quasiment impossible. C'était très facile à obtenir. Alors on peut critiquer le fait de subventionner des startups. Peut-être que ça n'a rien à foutre là. Certes. Ça, c'est encore une fois, c'est un débat qu'on peut avoir. Faut-il ou non subventionner les startups? Est-ce que c'est les biberonnés? Est-ce que ça leur empêche d'avoir des résultats au départ? Peut-être. Par contre, quand on prend autant d'impôts et qu'on dit oui parce qu'on va soutenir, on vous taxe autant vous sur les gains parce qu'on va soutenir l'innovation, bah alors il y a le minimum d'idées de soutenir tout le monde, tu vois. Après, dans la théorie, je suis d'accord avec toi, mais dans la pratique, est-ce que c'est vraiment si simple que ça de créer une boîte hors dehors de la France, si on a une résidence fiscale en France, si finalement on commence avec… d'un point de vue légal, on n'a aussi pas beaucoup de champs d'action. Ouais, mais regarde combien aujourd'hui vont créer des boîtes ailleurs. Il y avait une stat l'autre jour qui était catastrophique, c'était les licornes en France versus les licornes françaises dans la Silicon Valley. Ouais, j'ai vu créées ça. par des Français. Cette stat était catastrophique. Ils ont créé plus de valeur. Les Français ont créé plus de valeur à, je ne sais plus combien, 150 fondateurs que le million de fondateurs qui a créé des startups en France. Mais ça me met en colère, ça. En fait, je ne comprends pas comment l'État français peut ne pas voir cette stat et ne pas se dire il y a un problème dans l'équation. Je ne comprends pas comment c'est possible intellectuellement d'être aveugle sur ce type de fait.
Ce serait cool si on la retrouve, ce serait cool que tu puisses la coller en commentaire ou un truc comme ça. Parce que je pense que pour nos auditeurs, c'est hyper important de voir cette stat et de se rendre compte de ça. Oui, moi je comprends pas comment on voit pas le truc. Comment on voit pas, si tu veux, comment à un moment on se dit, on voit ça et on se dit la réponse à ça qui est un problème, parce que ça veut dire que c'est des embauches de gens, c'est-à-dire que c'est pour le coup des impôts normalement dus. On se dit non mais sur celles qui restent, on va augmenter les charges. Mais non, démerde-toi pour en avoir qui réussissent. Alors certains me diront, oui, il y a le marché intérieur américain. Oui, mais si un mec le ferait, enfin, je veux dire, on vit à une époque où aujourd'hui on n'a plus besoin d'être en physique quelque part pour régler des problèmes. Donc, arrêtons, permettons à des Français de se lancer depuis la France vers les États-Unis. Tu vois? Il y a aussi une théorie comme quoi en France, on aurait une sorte de socialo-décroissance qui serait mis en place dans la plupart des mentalités. C'est-à-dire qu'on a préparé la plupart des Français au fait qu'il fallait limiter la croissance économique pour éviter d'abîmer la planète, que c'était OK de pas trop croître, que c'était OK finalement de pas trop se développer. Plus le fait que, bien entendu, c'était OK d'obtenir de l'aide, c'était OK de redistribuer, qui fait que on a du mal, et c'est pour ça, très certainement aussi pour ça que beaucoup de médias français aussi avaient du mal à vraiment appréhender l'état d'esprit, la culture américaine, qui est l'extrême inverse, qui est de dire, en fait, là-bas on développe, là-bas on crée, et là-bas on croît, et on ne cesse de croître, parce que c'est ça qui est important. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette déconnexion, et c'est aussi pour ça aujourd'hui que beaucoup de Français qu'on peut lire, notamment sur certains médias, racontent des choses assez terribles en disant qu'en fait, ils ne comprennent même pas comment l'Américain moyen peut voter pour un Trump parce qu'il est contre telle chose, parce qu'il est contre telle chose, parce que très certainement, ils sont pas branchés, câblés sur le même état d'esprit. Déjà, ce qui est certain, c'est que c'est extrêmement difficile de comprendre quelqu'un qui a une autre culture si toi-même tu ne connais pas et tu ne vis pas quotidiennement dans cette culture. Ce qui est vrai avec Donald Trump est vrai avec, c'est très difficile de comprendre les Indiens quand ils font des choix, c'est très difficile de comprendre les Chinois quand ils font des choix, c'est très difficile de comprendre des Africains quand ils font des choix, et donc pour les Américains, c'est pareil. Bon, une fois qu'on a dit ça, déjà, c'est très difficile de juger, oui, mais il est contre ça, donc voilà. Mais en plus, oui, là où tu as raison, je pense, c'est que nous, on nous a infusé un modèle. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit les médias sérieux. Oui, les médias sérieux, évidemment. Mais ils portent en eux, certains médias, une idéologie. Et tout le monde en France est d'accord pour le dire, hein, dans le sens où, si tu veux, on dit souvent non, mais il n'y a pas. Les médias sont complètement agnostiques. C'est pas vrai. Regarde, quand il y a eu des problèmes avec le RN, tout le monde a dit oui, mais les médias tenus par Bolloré mettent en avant et poussent le RN. Peut-être, mais ça veut dire fondamentalement que tout média a une coloration, qu'on le veuille ou non. Quand j'étais gamin, on disait toujours ah oui, mais le Figaro c'est un journal de droite et puis Le Monde c'est plutôt un journal de gauche. C'était dans le texte. Aujourd'hui, on dit non, mais non, c'est pas vrai, c'est les médias sont libres. Oui, ok. Sauf que tu as des colorations. Et c'est normal parce que un média, à un moment, c'est un humain qui écrit. Et un humain qui écrit, tu ne peux pas lui enlever son spectre de croyance. Si tu peux l'enlever dans un cas précis, normalement, ça s'appelle la recherche scientifique. Et dans ce cas-là, tu lis des articles de recherche scientifique en sociologie. Et là, peut-être, tu as des gens qui, de par ce qu'on appelle la distance scientifique, sont obligés, et encore, mais théoriquement, ça peut être vrai. Théoriquement, les gens sont obligés de peser chacun des arguments et de contredire chacun des arguments, que eux soient d'accord ou non, ils sont obligés de les contredire. Et donc, s'il y a une coloration, tu la vois plus facilement, et s'il n'y a pas de coloration, bah, a priori, tu le vois. Mais même comme ça, à un moment, c'est de l'humain, et l'humain, il a à un moment une opinion sur quelque chose. Que tu le veuilles ou non, même si elle est fausse, même si tu n'as pas les informations pour juger, à un moment, tu as une opinion. Je te prends un exemple très con. Tu n'as aucun moyen de juger si tu préfères tel ou tel club de foot, le PSG ou l'OM. Pour autant, parce qu'à un moment, il se passe je sais pas quoi, tu entends je sais pas quoi, nanana, tu vas t'identifier à un club de foot. Alors, soit c'est celui de ta ville, c'est évident, c'est celui à côté, voilà pourquoi tu t'identifies, donc ton opinion est claire. Et une fois que tu as cette opinion, discute avec des mecs qui sont fans de foot, il n'y a plus de rationnel qui tient. Les mecs, ça fait 12 ans qu'ils perdent, ils vont te dire non mais l'an prochain c'est l'OM qui gagne. Ils n'ont rien gagné depuis 12 ans, mais c'est pas grave.
L'an prochain, c'est la bonne, tu vois. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu as une opinion. Donc, dans le foot, évidemment, c'est décuplé. Et puis, il n'y a aucune conséquence. Donc, on s'en fout. On s'en fout que tu paries que l'OM gagne. Mais c'est pareil en politique. Parce que la politique, ça définit une partie de la culture des gens. Ça définit une partie de l'identité des gens. Et d'ailleurs, va sur Twitter, il suffit de voir les réactions de certains démocrates qui soutenaient Kamala Harris après la victoire de Trump. Et tu vois des gens qui, littéralement, pètent des câbles. Moi, j'ai vu des vidéos inquiétantes de gens s'assommer contre un mur, tu vois. Genre se taper la tête contre les murs, mais vraiment, c'est fort. Donc tu te dis, ok, c'est-à-dire qu'on a touché à leur identité, on a touché à leurs croyances profondes. Et donc tout être humain a son opinion et tout être humain a sa croyance. Donc en effet, peut-être qu'en Europe, nous avons des croyances plus proches de la décroissance, parce que la décroissance et en tout cas, les discours de décroissance ont mieux marché chez nous Européens qu'ils n'ont marché aux États-Unis ou en Chine. On a pu le voir notamment avec ces histoires de centrales nucléaires que l'on fermait aussi. Ouais, bah, on peut le voir, enfin, on pourrait trouver la désindustrialisation, le nucléaire, tout ce qui touche en effet autour de l'énergie, le fait qu'on on mette des bâtons dans les roues à Total, qui est un de nos, quand même, de nos fleurons économiques, qu'on le veuille ou non. Bref, tout ça. Donc il y a cette culture de décroissance. Je suis même pas sûr, moi, mon analyse, c'est que je ne suis même pas sûr que ce soit elle qui règle le problème de changement climatique. Je crois qu'il vaut mieux innover pour faire mieux que de se dire on arrête tout. Parce que si on arrête tout, il faut se rendre compte, enfin, en tout cas je le pense, c'est que les autres n'arrêteront pas tout. Les Chinois n'arrêteront rien. Les Américains n'arrêteront rien. Et ils l'ont reprouvé avec le scrutin d'il y a 2 jours. Ils n'arrêteront pas. Par contre, s'ils arrivent à innover et à faire mieux, alors ils remplissent le même objectif. Le problème, c'est toujours la manière et l'objectif. Aujourd'hui, on part du principe que si tu n'appliques pas la manière qui a été définie par la caste dirigeante, alors tu ne partages pas le même objectif. Mais c'est pas vrai. Tu peux partager le même objectif en critiquant la manière d'y arriver. Mais toi, du coup, tu considères que soit tous les États partent vers un suicide collectif, puisque du coup, si parce que le voisin n'arrête pas, il faut ne pas arrêter, il faut que du coup personne n'arrête et on avance. Soit finalement, personne n'arrête et on avance et on arrive à innover, à sortir la fusion nucléaire, à avoir de l'énergie presque infinie et à solutionner. Donc finalement, Moi, j'ai aucun doute sur l'option 2. On fonce tous en avant et il faut qu'on trouve des solutions pour éviter qu'il y ait trop de murs en face de nous, quoi. Mais on n'a pas le choix. Enfin, comment dire. Je pense que c'est illusoire de penser que tout le monde va s'arrêter. Et je crois fondamentalement que personne ne le veut. Je peux te donner certains exemples. Hein. Moi, j'ai des potes qui sont des grands, et que j'aime beaucoup, et qui sont très intelligents, et qui sont des grands défenseurs de la décroissance, qui pensent que on doit consommer moins, voilà, et qui sont des grands défenseurs de la décroissance, surtout pendant leurs vacances à Tahiti ou aux États-Unis ou en Australie. Donc c'est très cool d'être un grand penseur de la décroissance quand tu te prends des billets tous les 6 mois, mais tu voyages moins parce que tu as quand même conscience de la planète, et que tu dis que tu veux pas avoir d'enfants parce qu'ils risquent de polluer. Oui, oui, il n'est pas là, il risque de polluer. En attendant, la question c'était avocado toast, est-ce que tu sais comment ils sont faits? Et parce que tu vois, pour plein de raisons, on va acheter des bagnoles électriques ou pas de bagnoles électriques parce que en fait, je déteste Elon Musk parce que c'est un connard et qu'il n'est pas décroissant. Donc finalement, je continue à acheter une Audi parce que bon, bah voilà, ça passe, tu vois. Et donc, je connais aussi des mecs, par contre, qui sont décroissants et qui, pour le coup, abordent un mode de vie qu'on pourrait qualifier de un peu extrême,
et ils font tout en accord avec ça. Mais aujourd'hui, ils sont peut-être 1%, et il y a peut-être max 5% de la population qui est capable de vivre comme ça. Le reste, ils sont incapables de vivre comme ça. Et est-ce qu'il risque pas d'y avoir une sorte de réveil brutal le jour où ils vont s'apercevoir qu'en fait, ils ont fait tous ces sacrifices pour une idéologie qui peut-être, mais j'essaie de parler quand même au conditionnel, euh, non pas qu'elle soit trompeuse, mais qu'elle peut-être qu'on les a trompés d'une certaine manière. Parce que les personnes notamment qui disent je ne veux pas avoir d'enfants, je pense surtout à ça, à la limite ne pas prendre de billets d'avion et tout, why not, mais je pense notamment aux enfants. C'est quand même la chose qui, selon moi, génère le plus de problèmes existentiels passé un certain âge si on n'en a pas. Parce qu'à la fin, c'est notre gène, c'est finalement l'essence même de l'être humain, perpétuer son espèce. Et renoncer à ça pour une idéologie qui finalement nous dépasse, avec des faits qui nous dépassent ou que peu de personnes comprennent finalement, est-ce que finalement on risque pas d'avoir un énorme backlash de ces personnes-là? Si tu veux, le fond de ma pensée, tu veux, le fond de ma pensée, c'est que je pense, en effet, qu'un jour, beaucoup de gens vont se réveiller en se disant merde, on a déconné sur énormément de points. Le seul truc qui me rassure, c'est que l'esprit humain a tendance à rationaliser ses propres choix et à les valider. Donc, il y aura assez de déni. Je pense que l'être humain est capable d'avoir assez de déni pour que on n'ait pas de vrais problèmes, tu vois, que 60% de la population ne se pose pas des questions existentielles. Donc je suis pas très inquiet sur l'impact du truc. Par contre, est-ce que dans les faits, il va pas y avoir à un moment un problème de cet ordre-là? Si. Et puis il y a un problème de décroissance, tout simplement. Enfin, rappelons-nous juste un truc. Hein. Les problèmes climatiques et tout ce qui touche au développement durable de près ou de loin, le seul sujet, c'est pas la planète qu'on défend. Hein. Les gens, ils ont tendance à oublier ça. Mais c'est notre capacité à vivre dessus. La planète, si à un moment elle est plus vivable, c'est nous qui allons mourir. Et 10 ans plus tard, le truc sera effacé. Je veux dire, on est plus proche d'un effondrement de nous que d'un effondrement de la Terre en tant que telle. C'est-à-dire, si tu es foncièrement décroissant et que tu penses en te disant ben, j'en ai rien à foutre, je ne fais pas d'enfant, donc ça veut dire j'accepte qu'à un moment on ne se reproduise plus, ça veut dire j'accepte qu'à un moment ben, potentiellement il n'y ait plus d'humanité. Oui, tu as sauvé la planète, mais elle se serait sauvée toute seule, même si tu fais toutes les conneries du monde, à moins, j'en sais rien, de taper au nucléaire sur tous les centimètres carrés de la planète, enfin, elle va se régénérer. Hein. Il y a plein d'études qui prouvent ça. Enfin, je veux dire, il y aura d'autres espèces qui continueront à vivre. Je veux dire, on a tendance à penser qu'on est le centre du monde. Ce qui est peut-être vrai, on est peut-être l'espèce dominante aujourd'hui, de par notre intelligence, notre machin, notre truc. Et la réalité, c'est que si demain, enfin, tu vois, à Valence, il y a eu des inondations la semaine dernière. Tout de suite, ça te fait beaucoup de morts et tout de suite, l'espèce humaine est quand même pas capable de répondre très facilement à cette situation. Et on parle juste de l'eau, d'un surplus d'eau qui est tombé à un endroit donné, à un instant T. Enfin, je veux dire, évidemment qu'il faut faire attention à ça, mais il faut faire attention à ça pour que la Terre continue à être vivable pour nos enfants, nos petits-enfants, et ainsi de suite. Mais si on n'a pas d'enfants et de petits-enfants, enfin, quelque part, si tu veux, le problème va s'arrêter vite, et on n'aura même pas eu le temps. On tombera sur un problème de dépopulation avant de tomber sur un problème enfin, je sais pas de quoi d'ailleurs, de sécheresse extrême ou ce genre de choses. Qu'après, il faut pas prendre le raisonnement inverse non plus, il faut pondérer le truc. Oui, on a déconné sur les émissions de gaz à effet de serre. Oui, on a déconné sur tout un paquet de trucs, mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on essaye de réfléchir, premier principe, sont des problèmes pour nous, humains. Ça reste une sorte de problème social dérivé. Pas un problème purement on va détruire la planète. Je pense que ça, c'est une grosse misconception qui a été faite. Et donc,
moi, je crois beaucoup au fait que si on arrive à avancer assez bien, assez vite technologiquement, on peut résoudre ces problèmes tout en étant sur une phase de croissance. Pareil, ce n'est pas la première phase de décroissance ou de problème de croissance que l'humanité rencontre. Je veux dire, des empires se sont effondrés avant nous, des pays qui à l'époque n'étaient pas tous interconnectés se sont effondrés avant nous, des pays ont subi tout ce que nous subissons actuellement. Je veux dire, l'inflation, ça a déjà existé, des dirigeants qui laissent penser qu'il pourrait y avoir des conflits, ça a déjà existé. Des fois, ça a explosé, des fois, ça n'a pas explosé, ça a été géré. Enfin, je veux dire, Seconde Guerre mondiale versus guerre froide. Bon, tous ces trucs-là existent déjà. C'est juste que on a été tellement biberonné sur les 30, 40 dernières années, je pense, depuis la fin de la guerre froide, en gros, on va dire, que les seules menaces, c'était des menaces éphémères, à savoir, par exemple, le terrorisme. Donc, il y avait un méchant identifié, c'est le terroriste. Le terroriste, il est méchant. Et le terroriste, il tape et tu sais pas quand est-ce que c'est. C'est pas une confrontation journalière, tu vois, longue. C'est le terroriste, c'est le méchant, et de temps en temps, à un endroit donné, il tapera. C'est de l'insurrection, si tu veux. Et donc, on s'est raconté cette histoire-là, et factuellement, à l'échelle du monde et à l'échelle des jours passés, tu as eu peu d'attentats. Et attention, hein, tout attentat est un attentat de trop, mais tu en as eu peu, si tu regardes l'ensemble des jours passés, tu vois, à Bordeaux, tu as peu d'attentats de grand niveau, qui en tout cas impactent l'histoire telle qu'on la comprend. À l'inverse, là, on revient dans un monde où on a de vrais problèmes de pouvoir d'achat pour beaucoup de gens, où on a une défiance envers les différents gouvernements. Tu peux me le tourner dans tous les sens que tu veux, que les gouvernements soient de gauche, du centre, de droite, que ce soit Donald Trump, que ce soit des mecs beaucoup plus calmes que ça, il y a une défiance générale envers les gouvernements. Pas Et que tu le d'ailleurs, vois, même envers les médias, envers généralement toute la caste. ouais, toutes les institutions, envers l'appareil administratif, envers, pour certains, les entreprises, envers les GAFAM, envers. On est dans un âge de contestation, si tu veux, et on est dans un âge où on a en même temps des problèmes économiques, des problèmes environnementaux quand même qui évidemment existent, des problèmes de défiance par rapport à un système, donc on peut plus se baser sur le système en disant oui, mais au moins le système nous tient, et des problèmes de violence entre États, puisque les conflits, malheureusement, soit reprennent, soit pour certains, Taïwan par exemple, semblent pointer le bout de leur nez. Et personne n'a vraiment la réponse. Et donc, on est dans une période de tension. Et cette période de tension, il semblerait, pour revenir sur la question de base, que l'économie, c'est quoi? C'est essayer de fuir là où il y a de la tension pour mettre son argent là où il est, un, safe, et deux, le plus en croissance possible. Et il semblerait que les investisseurs se disent, bah, les États-Unis aujourd'hui, sous Donald Trump, c'est la meilleure option que j'ai pour préserver et faire grossir mon capital. Alors du coup, question, est-ce que Donald Trump, c'est the next big shit pour les 4 prochaines années ou pas? Ça, j'en sais rien. À minima, ce que je sais pour faire une réponse, je pense que les États-Unis, pour les 2 à 3 prochaines années, puisque après tu auras une année d'élection qui va être comme d'habitude un peu tumultueuse, enfin je pense en tout cas, même si bon, pour le coup, il n'y aura plus Donald Trump. En tout cas, les États-Unis, pour les 2-3 prochaines années, vont être un des next big shit, oui, un des points majeurs de l'économie. Un des points majeurs de. Enfin, ça va être un des discours majeurs dans le monde, économiquement, et peut-être, probablement d'ailleurs, géopolitiquement. Et après 2028, Donald Trump qui passe le flambeau à Elon Musk pour le prochain mandat. Ça, je sais pas. Déjà, je suis pas sûr. Et je sais pas si Elon Musk il est réellement, si c'est possible. Il est sud-africain, canadien. Il est, Je crois qu'il est du Sud, Afrique du Sud. Ouais. Ok. Donc voilà. Après, ça peut changer d'ici là. Je veux dire, pas là où il est né, mais les règles. Oui. Les règles. Ouais. Ça, je sais pas. Mais déjà, alors moi, il y a deux, trois choses que je veux voir quand même. Hein.
c'est est-ce que notre ami Elon, si vraiment il a une sorte de ministère de l'efficience là, est-ce que réellement, parce que ça c'est le gros sujet, l'énorme sujet c'est celui-là, vont-ils réussir à réellement rendre l'appareil étatique plus efficace? Ce serait dingue, hein. Ce serait incroyable. En termes juste d'expérience économique et sociale, ce serait incroyable. Exactement. Je pense qu'on va voir un truc très important, très très important. Si jamais, dans un an et demi, ils ont rendu en effet l'appareil étatique plus efficace, que les choses avancent dans le bon sens, qu'ils ont réduit la pauvreté et ainsi de suite, je pense que nos élections 2027 ressembleront à toute autre chose que ce qu'elles ont ressemblé jusqu'à maintenant. Ça voudra dire que nos élections 2027, la personne qui gagnera l'élection aura 90% de chances d'être quelqu'un de pragmatique. Je ne te dis pas droite, gauche, j'en ai aucune idée. Et en fait, on s'en fout. Je pense que ça n'a plus aucun sens. Par contre, ce sera un grand pragmatique qui te dira, c'est fini les conneries, on prend des chiffres, on regarde comment ça fonctionne, on regarde les réalités, on les regarde en face, et on arrête de faire de la politique qui est de la politique d'opinion et de la politique de parti, et on fait de la politique pragmatique qui règle des problèmes à un instant T. Et je pense pertinemment que, personnellement, je pense que c'est ce qui est bon. Encore une fois, indépendamment que les idées viennent de droite, de gauche, du centre, où tu veux, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est rationaliser la politique. Ceci dit, s'il foire, je pense que malheureusement, par contre, à l'inverse, ils enverront un message au système qui dira ouais, mais en fait, ça marche pas. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais on ne sait jamais. Mais écoutez, génial. Très bon épisode. Abonnez-vous. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine pro.